Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, présidentielle 2018, la diplomatie de transparence d'Elections Cameroun. Les casernes et chefferies traditionnelles ne seront plus des lieux de vote. Assurance de l'ECAM au corps diplomatique ce jour à Yaoundé. Nous en parlons avec Séverin Legambélé en ouverture du 20h30. Extrême Nord, le gouvernement et les ex-combattants de Boko Haram fument le calumet de la peine. Bientôt, un centre de formation pour accompagner ces convertis a annoncé le MINAT en visite à Mora. Rencontre à suivre dans le cours de cette édition. Et puis, rentrée scolaire, retour au sanctuaire des seigneurs de la Craie. Les enseignants ont repris du service ce lundi. Et 20h30, feuillette les pages du livre scolaire, bel et bien disponible. Confirmation à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. C'est l'événement de ce journal. Elections Cameroun annonce du nouveau dans la localisation des bureaux de vote. Le 7 octobre prochain, les casernes militaires et les chefferies traditionnelles ne feront plus partie, comme par le passé, des lieux de déroulement du scrutin. Le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe, donnait ces précisions ce lundi à Yaoundé au cours d'un déjeuner de presse avec le corps diplomatique. Séverin Legambélé. Le déjeuner de travail entre les responsables de l'ECAM et les membres du corps diplomatique inaugure en fait une autre phase préparatoire à l'élection présidentielle 2018. Il s'agit des rencontres ciblées avec les différents acteurs du processus électoral, une démarche prévue par la loi. Avec les diplomates, il a été donné d'apporter des éléments de réponse à toutes les questions qui se posent. On a pu échanger avec l'ECAM quelles sont les mesures qui seront mises en place, mais je pense que le défi sécuritaire reste. Et comment peut-être renforcer la participation de jeunes et de femmes dans le processus électoral. Le vote des personnes déplacées, la création des centres de vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont liés au contexte sécuritaire de plus en plus sensible. Nous nous sommes entendus avec les acteurs du processus, donc la société civile, les partis politiques, pour qu'il y ait des aménagements nécessaires pour faciliter la tâche à tout le monde. Alors ces bureaux de vote, on ne les déplace pas, on les aménage de manière à ce qu'ils sont hors de la clôture des bureaux de vote statutairement établis. Rien n'a été touché, les anciens bureaux de vote restent. Le centre de vote est une dénomination commune pour faciliter la tâche et beaucoup d'éléments ont été pris en compte. D'abord la proximité des anciens bureaux de vote, la mobilité. Les informations sur le scrutin du mois d'octobre communiquées par l'ECAM se rapportent également à l'acheminement du matériel de vote dans les démembrements et à la mise à jour du fichier électoral. Nous sommes à plus de 6 500 000 inscrits, 25 000 bureaux de vote. Le premier matériel est déjà parti sur le terrain. Nous travaillons maintenant pour le deuxième envoi qui concernera les bulletins de vote et les enveloppes. Après les diplomates, Elections Cameroun tient le 6 septembre prochain le forum avec tous les acteurs nationaux du processus électoral. Parlons maintenant de la visite du ministre de l'administration territoriale dans le Septentrion et notamment de l'étape de l'extrême nord. Principale annonce à l'issue de la visite, la création prochaine d'un centre de formation pour les ex-combattants de Boko Haram. À Mora, pour la Tangandji, a rencontré une centaine d'entre eux et les a encouragés à reprendre une vie normale. Nous en parlons avec Abdoulaziz Amadou de CRTV, Extrême Nord. Dans l'enceinte du poste de commandement du premier secteur de la force multinationale mixte basée à Mora, 99 ex-combattants du groupe terroriste Boko Haram sont aux petits soins. Depuis leur reddition, leur prise en charge psychosociale est assurée par les autorités locales et les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort au quotidien pour leur réinsertion et leur épanouissement. En visite de travail dans le Mayo-Sava, le ministre de l'administration territoriale est allé à Mora à leur rencontre pour les rassurer et encourager le premier secteur de la force multinationale mixte placé sous le commandement du général de brigade Bouba Dobekriou à poursuivre cette mission de déradicalisation. Je pense que le chef de l'État, son excellence Paul Biachi, chef des armées, est allé au-delà. Parce que je voudrais vous annoncer, monsieur le gouverneur est là, qu'il a déjà donné un site et le gouverneur a pris des dispositions pour créer un camp d'insertion.
Parce que le président de la République pense que les repentis doivent réintégrer la République pleinement. Il faut rappeler que ces ex-combattants du groupe Boko Haram ont volontairement décidé de déposer leurs armes pour revenir au pays afin de participer à son développement. Ils sont majoritairement issus des villages frontaliers. Dans la communication gouvernementale, les pouvoirs publics disent stop à la consommation des drogues et autres produits stupéfiants. Le ministre de la Communication s'est insurgé contre ces pratiques qui déroutent la jeunesse camerounaise. C'était au cours d'un point de presse donné ce jour à Yaoundé. Je vous propose une attitude de Issa Tirouma Bakari, captée par notre reporter, Eugène Bey. Des jeunes Camerounais enrôlés dans les rangs de Boko Haram, manipulés, instrumentalisés et drogués à la folie, ont été transformés en de véritables machines à tuer, devenant ainsi des barbares déshumanisés qui ont semé la mort et la désolation pendant de longs mois dans la partie septentrionale de notre pays. La situation de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le mois de novembre 2016 illustre à suffire le caractère inédit et désolant des effets de la consommation de drogue par nos jeunes compatriotes. Plus de 12 000 jeunes âgés de moins de 15 ans sont concernés par l'usage de stupéfiants et de produits psychotropes dans notre pays. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a fermement prescrit la mise en place d'une véritable ceinture de sécurité par une application stricte et rigoureuse du cadre réglementaire ainsi que la mobilisation générale de toutes les institutions de l'État et de toutes les communautés nationales face à ce fléau qui constitue une menace grave pour l'avenir de notre jeunesse en particulier et de notre pays en général. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tirouma Bakari. Reparlons de l'aménagement de l'accès est de la ville de Douala. Après les clarifications du ministre des Travaux publics la semaine dernière, le directeur général de l'entreprise chargée de l'exécution du marché rassure que les travaux de la deuxième phase, qui intègrent la desserte du stade de Japoma, seront livrés à temps. Félix Ly était en concertation ce matin au ministère des Travaux publics. Rodrigue Bertrand-Toueno. L'on peut désormais coller un visage à l'adjudicataire du marché des travaux d'aménagement de l'arcé est de la ville de Douala, phase 2. Il a pris attache avec le maître d'ouvrage et rassuré quant à sa capacité à livrer au 31 mars 2019 le boulevard urbain qui intégrera la desserte du stade de Japoma. On va bien organiser notre travaux. Les ingénieurs sont là pour commencer le travail. On a bien noté le 31 mars 2019. Il faut bien construire la route pour la Cannes 2019. Oui, nous sommes prêts. C'est aussi une opportunité pour l'entreprise, pour le groupement de montrer notre capacité technique. La deuxième concertation était consacrée aux deux lots de la route Tuy-Yoko dont les travaux traînent. Moins de 5% de taux d'exécution pour 40% de consommation des délais. L'auscultation s'est achevée par une prescription. L'acquisition d'équipements mieux adaptés aux intempéries et à l'environnement, la réorganisation interne de l'entreprise, le recours à la sous-traitance, le paiement anticipé de certaines indemnisations, l'accélération des travaux du lot Manki-Yoko, la reprise des travaux sur le lot 2, Tuy-Mankin, l'accélération des procédures de paiement des factures de l'entreprise. Des mesures qui donneront, on l'espère, un coup de fouet aux travaux. Et toujours dans le travail gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a reçu cet après-midi dans son cabinet le bureau du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Une centrale syndicale conduite par Ibrahima Yaya, qui était donc à la tête des syndicalistes. Il est venu remettre à Grégoire Onan la motion de soutien adressée au président de la République Paul Biya pour un vote à 100% des transporteurs le 7 octobre prochain. Pierre Binambarga.
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale reçoit ici le bureau du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Ibrahim Ayaya et sa suite viennent remettre une motion de soutien et de remerciement adressée au président de la République, son Excellence Paul Biya, à Grégoire Orona. Nous sommes plus en route que dans le bureau. Donc c'est pour dire que nous avons, pour citer ne serait-ce que Yaoundé Simalin, Douala, Yaoundé, il y a l'autoroute qui est en chantier. Il y a également Touboro et Mundou dans le Tchad. Nous avons donc décidé ensemble avec tous les transporteurs membres du GTC de remercier le chef de l'État et de le soutenir et lui dire de vive voix que les transporteurs, pour ce qui est des membres du GTTC, sont derrière lui. Grégoire Orona s'est dit satisfait de cet échange convivial entre les syndicalistes et le gouvernement. Je souhaite seulement que vos membres et tous leurs démembrements puissent tous apprêter leur carte d'électeur, parce que comme vous le savez, le soutien effectif sera celui du 7 octobre dans l'urne. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun réaffirme son attachement aux nobles idéaux de paix, de solidarité et de concorde nationale incarnés par le président Paul Biya. Le GTTC promet par ailleurs un vote à 100% à Paul Biya, son candidat, le 7 octobre prochain. Parlons maintenant du projet Filets sociaux, un programme de lutte contre la pauvreté dans laquelle vivent plusieurs familles à travers le Cameroun. 2 ans après son lancement, l'initiative a couvert 5 régions et 80 000 ménages. L'impact et les résultats de ce projet social, c'est le sujet de la grande enquête du 20h30 que signe Oswald Medou. Leur cadre de vie ne l'illustre pas et pourtant Marie-Jeanne et Norbertine sont 2 citadines. C'est au quartier Lonka que vivent ces 2 bénéficiaires du projet Filets sociaux, un programme initié par le gouvernement camerounais avec le soutien de la Banque mondiale. Avec leur famille, elles ont été déclarées éligibles au projet, dont l'objectif est de combattre l'extrême pauvreté. Les analystes économiques montrent que si on réussit à relever le niveau de vie des populations qui vivent en état de pauvreté chronique, il y a beaucoup de chances qu'on réduise ces inégalités. Je crois que c'est fort de cela donc le chef de l'État a sollicité un appui de la Banque mondiale. Le soutien reçu a aujourd'hui largement contribué à l'amélioration de la situation des 2 voisines et boosté leurs activités génératrices de revenus. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé un peu la vie. J'ai envoyé mon enfant d'aller prendre l'apprentissage. Ça m'a remonté. Comme les raffaires comme ça, là, maintenant, là, je vais inscrire mes enfants à l'école. Et déjà, des projets d'avenir se construisent. Norbertine pense même un jour quitter les 12 mètres carrés qu'elle occupe avec ses 8 personnes à charge, avec un mari sans emploi. Je n'ai pas la maison au village, même ici là. Quand on me donnait cet argent, j'ai commencé à payer les petits tolls. Je garde un peu. Des histoires comme celle-ci et le feedback du terrain légitiment un projet sur lequel le gouvernement fonde des espoirs. Chaque bénéficiaire fait 24 mois dans le projet, on lui donne 20 000 francs pour les 2 mois. Et au 12e mois, on lui donne 80 000. On reprend l'année 20 000, au 24e mois, on lui donne 80 000. Maintenant, on donne cet argent, mais nous accompagnons le bénéficiaire à l'utilisation. Seulement, la tâche reste encore immense, même si les mailles des filets, qui se déclinent en 3 axes, ont déjà permis à 82 000 familles de rebondir dans 5 régions, en plus des villes de Douala et Yaoundé. Plus que 7 jours et ce sera la rentrée scolaire 2018-2019. Parents et élèves écument les couloirs des établissements, des banques et librairies. La fièvre des préparatifs est montée d'un cran avec une course effrénée vers les livres, parfois difficiles à trouver, comme vous le verrez dans ce reportage d'Agnès Solange à Bessolo. Assis à même le sol, les parents font le pied de grue devant un guichet automatique provisoirement fermé. Il n'y a pas d'argent, on n'a pas encore réussi à toucher. Et en plus, les distributeurs ne sont pas fournis. Le stress monte sur le front des courses de la rentrée scolaire avec d'autres images vivantes de scènes de vie ordinaires. Désormais, les emplettes se font en famille pour initier les enfants au rudiment de l'exercice certes, mais surtout éviter toute ambiguïté dans les choix. C'est un
gros sac rose avec les roues quand il n'y a pas la corde sur ça. J'ai tenu à accompagner maman pour choisir mes choses moi-même. Chez les libraires, c'est le pic d'activité. Des échanges courtois, parfois, devant des rayons moins achalandés, au grand désarroi des parents. Actuellement, là, on a acheté les sacs. Là, je cherche encore un livre pour mon garçon. Il reste à aller acheter les tenues et à compléter les livres, le matériel didactique. On a déjà trouvé, il y en a qui manquent beaucoup. Donc, on nous a donné rendez-vous à partir de mercredi. En attendant l'ultime rendez-vous chez le libraire, dernier coup d'œil sur les prix des listes officielles des livres, affichés aussi bien en librairie que dans les établissements scolaires où les inscriptions se poursuivent toujours. Une question que se posent tous les parents est de savoir si les enfants auront tous leurs livres dès le 3 septembre prochain. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques est rassurant à ce propos. Les livres sont disponibles dans les librairies. Les éditeurs le confirment également, comme vous le verrez dans ce reportage de Martine Noël Dengue. Vous êtes à la quête d'un manuel scolaire, pas de panique. Les livres sont bel et bien, pour leur grande majorité, disponibles, mais dans les bonnes librairies qui ont de l'argent pour faire des approvisionnements auprès des éditeurs. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de livres dans les librairies, ce sont les petits libraires qui parfois n'offrent aucune garantie aux éditeurs que les livres vont être vendus et les paiements effectués. La petite lenteur qui pourrait s'observer dans la chaîne de distribution du livre s'explique. Le conseil est nouvellement institué optimalement pour que les résultats soient publiés dans un délai qui permette aux éditeurs d'avoir les 5 mois francs dont ils ont besoin pour que les livres soient disponibles. Il faut que la session du conseil se tienne en février et qu'en mars au plus tard, fin mars au plus tard, les listes soient publiées, dûment signées. Les éditeurs, eux aussi, se veulent rassurants. Sur les 12 livres que nous avons une dizaine déjà disponibles. Nous pensons que les 2 derniers pourront être disponibles aussi. Bon à savoir, en plus des librairies classiques, les éditeurs proposent d'autres moyens d'achat aux parents. Vous avez des gens qui sont lancés dans la vente en ligne et avec livraison à domicile. Vous avez des partenaires à campus qui ont également développé un projet qui permet aux parents de pouvoir être également livrés. Alors, pas de panique, les manuels scolaires ne manqueront pas l'appel le 3 septembre prochain. Restons en éducation dans le dossier de ce soir. Et d'abord, un regard sur la nouvelle carte scolaire. Elle s'est enrichie de nouveaux établissements créés dans les 10 régions pour améliorer le taux de scolarisation et partant l'accès du plus grand nombre de Camerounais à l'école. Catherine Toulouelanga. C'est une ascension fulgurante qu'a connue le secteur de l'éducation entre 2011 et 2017 au Cameroun. Le nombre d'établissements scolaires primaires et secondaires est passé du simple au double. S'agissant du cycle primaire, de grandes avancées ont été enregistrées. D'un effectif de 3 576 850 élèves en 2011, l'on est passé de 4 346 811 en 2017 selon un rapport de l'UNESCO. Les écoles publiques se sont multipliées sur le triangle national avec un total de 18 596 en 2017. Dans le même temps, on peut relever les principaux indicateurs de préscolarisation qui ont également évolué. Les élèves sont passés de 339 585 en 2011 à 522 199 en 2017, pour un total de 5 471 écoles maternelles. La situation des centres d'éducation de base non formels a également connu une nette amélioration qui s'illustre par 414 centres. Les établissements d'enseignement secondaire général et technique confondus ont une population de l'ordre de 2 481 200 élèves pour un taux de scolarisation de 63,92% attendu. Le partenariat public-privé a aussi connu une progression notable en ce qui concerne les subventions allouées aux organisations de l'enseignement privé.
Et pour assurer un encadrement de qualité aux millions d'élèves dont parle Catherine Toulouelanga, l'État mise sur la formation du personnel enseignant. Les efforts et les résultats en la matière ces dernières années ont de quoi rassurer la communauté éducative. C'est ce que nous dit dans ce reportage Lucie Colette Avoulou. Entre 2012 et 2017, le gouvernement a procédé au recrutement de 9000 instituteurs au ministère de l'Éducation de base. Des recrutements conduits sur fonds propres de l'État qui ont coûté 18 milliards de francs CFA. Chaque année, environ 5000 nouveaux enseignants sont accueillis au ministère des enseignements secondaires. Pour l'essentiel, ils sont issus des écoles normales supérieures de Yaoundé, Bambili et Maroua. Parmi aussi les produits issus des écoles normales supérieures de l'enseignement technique. Ces 5000 enseignants coûtent à l'État environ 2,5 milliards de francs CFA par an. Le lycée technique professionnel agricole de Yabassi est l'une des innovations dans le secteur. Opérationnel depuis 2016, il est appelé à mettre sur le marché de l'emploi des professionnels du monde agricole. Le gouvernement y a mis 1 milliard de francs CFA. Pour répondre à des demandes spécifiques, l'année 2017 a été marquée par le recrutement de 1000 jeunes bilingues dans l'enseignement technique pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour l'année scolaire 2018-2019, 4 établissements d'enseignement technique seront transformés en établissements bilingues de l'enseignement technique. Et pour garantir l'effectivité du fonctionnement de ces établissements, l'État y injectera 715 millions de francs CFA. Des réalisations et bien d'autres qui visent à mettre progressivement sur pied une éducation durable et de qualité. Preuve que l'éducation constitue également l'un des axes prioritaires du gouvernement. Dans la suite du journal, l'élan du cœur du président de la République en direction des orphelins de soldats tombés au front dans l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Ces enfants ont reçu des fournitures scolaires et des appuis financiers ce jour à la brigade du quartier général de Yaoundé. La cérémonie était présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon. Pierre Evimbe pour les détails. L'hymne du Cameroun, tout un symbole pour ces tout-petits qui ont investi la cour centrale de la brigade du quartier général à Yaoundé. On les appelle les pupilles de la nation. Certains ne l'ont pas encore, mais d'autres ont conscience que leurs parents sont morts pour garantir la paix, la sécurité et l'unité du Cameroun. Mon papa était militaire. Il va aussi être militaire. Il n'a pas peur. J'étais fier que mon père s'est battu pour le Cameroun et pour qu'il était un militaire. Ces pupilles de la nation savent pouvoir compter sur le père de la nation et chef des armées pour veiller sur eux en leur assurant un avenir de qualité. Et ces fournitures et appuis financiers de Paul Biya en sont d'une fois de plus la preuve concrète. C'est un signe d'amour pour les orphelins. Pour la mémoire de papa, il va continuer à être premier. Joseph Betty Assomon, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, a condamné tout acte destiné à perturber la stabilité du pays et compromettre l'avenir du fer de lance de la nation. Paradoxalement, au moment où le chef de l'État et le gouvernement encadrent les enfants pour accéder à ce droit, certains de nos compatriotes aux intentions pernicieuses et malveillantes lancent des mots d'ordre irresponsables d'année scolaire et de rentrée morte pour avoir demain des générations de Camerounais analphabètes. Je me demande ce que seront ces citoyens non issus. Cette année, les enfants des volontaires des comités de vigilance morts dans la zone de l'extrême nord ont bénéficié de ce geste de cœur qui va se poursuivre sur l'ensemble du territoire. Une nouvelle en santé, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine entend plus que jamais développer à côté de la fécondation in vitro d'autres domaines comme la cancérologie gynécologique. Et pour s'y préparer, le CRACER a reçu la visite d'une délégation de Excellence Assisted Reproductive Technology. Heureuse coïncidence, cette délégation a assisté à la naissance de nouveaux bébés, dont 2 jumelles. Allons voir tout cela tout de suite au bloc avec Joseph Clément Ongba.
Les équipements du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRASER doivent leur label d'excellence au partenariat avec le consortium Excellence Assisted Reproductive Technology. Dans cette délégation qui visite le CRASER, Catherine Bruber, qui assiste à la naissance de jumelles. Je peux vraiment dire qu'ici, il y a une qualité de soins qui est extrêmement bonne, qualité d'équipement aussi, et c'est une grâce pour la population d'être pris en charge comme ici. Dans la série de ce jour, les jumelles présentent des poids proches de la normale. Pour le moment, elles ont réagi bien. Le premier bébé pèse 2 kg 470, c'est une fille. Le deuxième aussi 1 kg 950. Le professeur Kassia et son équipe auront mis près d'une heure pour cette césarienne. La particularité, une césarienne pas évidente, en ce sens que d'abord c'est une grossesse qu'elle a eue après fécondation in vitro. Deuxièmement, c'est une grossesse gémellaire chez une femme qui a été multi-opérée. Il a fallu vraiment qu'on retrouve l'anatomie normale dans le petit bassin, savoir où se trouvent les intestins. Et les intestins étaient aussi collés à la vessie, collés à l'utérus, et tout cela a été remonté au-dessus du nombril. À l'issue de l'accouchement, la maman qui attendait ses bébés depuis son mariage il y a 17 ans est heureuse et pleine de gratitude pour Mme Chantal Bia. Merci vraiment pour cette initiative qui a été prise pour que beaucoup de couples puissent retrouver la joie d'être parents. Parce que je n'imaginais pas que je pouvais être doublement maman. Catherine Brubeck se montre impressionnée par les prouesses du CRASER. Leur assistance technique entend se développer vers les équipements pour une prise en charge réussie de la cancérologie gynécologique à travers la chimiothérapie et la radiothérapie. De la vie à la mort, il n'y a qu'un pas franchi par l'artiste Dani Clarisse Akam. Connue sous le nom de Clarisse Wopson, elle repose pour l'éternité à Kpang, son village natal dans l'arrondissement de San-Mélima, région du Sud. Décédé le 1er août dernier, l'auteur du titre culte à Copomer a été inhumé le week-end dernier. Le récit de Christian Batiegani. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ici à Ngbang ce jour, au cours d'une cérémonie chargée d'émotions parfois stoïques, souvent nostalgiques mais toujours bouleversantes qui consacrait la dernière scène de Clarisse Wopson, devant un public venu en nombre pour célébrer l'ultime spectacle de l'artiste, fauché par l'implacable meule de la mort à 39 ans. Comprise. Elle était unique en son genre. Elle a vécu une vie qui était pleine et intense. L'office religieux consacre l'essentiel de la cérémonie autour de la vanité et de la fugacité de la vie sur une terre de ronces et d'épines. Puis vinrent les éloges funèbres de la famille, parents, amis, Sonakam artistes et le ministère de la Culture, s'enchaînant sur la scène comme des prestations haletantes d'un spectacle à rebondissement, unanime pour célébrer une jeune femme pleine de vie, vertueuse, talentueuse et généreuse, sous des airs enlevés et nostalgiques de réjouissance, version Wopson. Et le ciel va par la suite se charger d'émotions, la déchirure se fait profonde et la digue du courage va céder lorsqu'arrive la procession, qui amorce la séparation définitive vers le dernier rendez-vous, pour laisser échapper l'amertume de l'irréparable, la consternation d'une famille inconsolable, frappée par les caprices du destin. Le temps suspend alors son vol, dans un épais silence de cathédrale. Wopson est porté ici dans l'antre de la terre, en ce jour et pour toujours. Qu'elle repose en paix et une bonne nouvelle pour sortir de cette tristesse. Le Cameroun est à la une de Jeune Afrique économique. Le magazine panafricain consacre ses éditions de juillet et août au succès diplomatique et économique de notre pays. Ces éditions spéciales reviennent également sur les bons points de la diplomatie camerounaise avec des partenaires de choix tels que la Chine ou encore le Commonwealth. Barbara Padjama a feuilleté les bonnes pages de Jeune Afrique économique, sa note de lecture. Deux numéros, une même attention. Jeune Afrique économie des mois de juin et d'août 2018 consacre tout un dossier spécial aux atouts de Paul Biya pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. À l'intérieur,
Le lecteur se retrouve face au système de gestion du candidat du RDPC, perçu comme l'apôtre de la démocratie apaisée. Toutes les réalisations du président candidat y sont déclinées dans les moindres détails. Ces rencontres diplomatiques, parmi lesquelles la visite du secrétaire général du Commonwealth, Patricia Scotland, dont le langage était commun à celui du président camerounais, à savoir l'indivisibilité du Cameroun pour parler des soulèvements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même la réponse gouvernementale gérée par un plan d'urgence dans ces deux régions. Jeune Afrique Économie évoque également les retombées de la visite du président Paul Biya dans l'Empire du Milieu. Un voyage, selon le magazine, qui en valait la peine pour renforcer la coopération entre ces deux pays. Une coopération, d'après Jeune Afrique Économie, qui a permis au Cameroun d'engranger près de 400 milliards de francs CFA. Page par page, Jeune Afrique Économie vante le Cameroun, dévoile les atouts du candidat Paul Biya, tout en mettant à la face du monde les performances économiques atteintes jusqu'ici par le Cameroun sous la conduite éclairée du renouveau. Parlons de politique dans la suite de ce journal et précisément de la présidentielle du 7 octobre prochain. 27 millions de francs CFA, c'est le montant de la collecte de fonds organisée par les militants RDPC du Mayo-Tanaga en vue de financer la campagne électorale dans ce département acquis au candidat Paul Biya. La collecte de fonds a été conduite par le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Mayo-Tanaga, Zachary Perevet. CRTV Extrême Nord, le Doublaise, Maloussa. Reportage. Peu de monde, mais beaucoup d'argent pour une noble cause, la réélection de leur candidat le 7 octobre prochain. 27 millions de francs CFA, cagnotte suffisante pour permettre d'occuper tout le terrain à partir du 22 septembre. Si nous pouvons atteindre 100% au niveau de Maïssa, c'est notre souhait numéro 1. C'est une preuve supplémentaire que le Maïsanaga comprend ce que c'est la politique. Et par ces contributions, c'est une preuve supplémentaire que vraiment il y a une certaine maturité politique déjà au niveau de Maïsanaga. Le Mayo-Tanaga mise sur le plein de voix en faveur du candidat Paul Biya. Et les responsables locaux du RDPC maîtrisent le chemin qui mène à cet objectif. Le travail ne sera pas parfait, c'est vrai. Mais on essaie d'apporter le maximum de la volonté pour qu'on puisse atteindre tous les militants, qu'ils ne parcourent pas de longues distances, alors qu'ils devaient voter à moins d'1 kilomètre, ils sont obligés de faire parfois 5 kilomètres. Nous étions prêts depuis 2011 pour attendre 2018, donc nous avons eu 7 ans pour nous préparer et nous attendons seulement le jour J pour faire le plein d'œuvre. C'est possible que le RDPC fasse 100% dans le département du Mayo-Tanaga, à condition, a indiqué le ministre Zachary Perevet, que le militant resserre les rangs, abandonne les querelles intestines et retire les cartes d'électeurs encore en souffrance dans les bureaux de l'ECAM. Autre lieu, même engagement des militants du RDPC. La section Fondiomokwet Centre 1 a réaffirmé son soutien au candidat Paul Biya le week-end dernier. C'était au cours de la cérémonie de clôture de la tournée de mobilisation politique, une tournée de Sa Majesté Yves Djoumessi Kamga, chef supérieur du groupement Fondiomokwet. CRTV Ouest, Laurent Chissoubé. Paul Biya prononcé avec insistance dans les chants et les prises de parole. L'homme du renouveau apparaît comme le meilleur risque politique pour Fondiomokwet à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il s'agit d'un meeting de mobilisation politique et de soutien à la candidature du chef de l'État. Dans la série des allocutions, forces vives, élites, militantes et militantes à la base, tous à l'unanimité ont remercié le chef de l'État pour la création des mini-centrales thermiques à Fondiomokwet. Pour ce geste altruiste, Djoumessi Kamga, dans son discours, a appelé ses frères et sœurs Fondiomokwet à exprimer leur reconnaissance en garantissant comme toujours un vote à 100% au président Paul Biya le 7 octobre prochain. Fondiomokwet a été et demeure le bastion imprenable du RDPC. Le meeting de circonstance s'est achevé par une marche de soutien dans la cour du Palais Royal. Dans la suite de ce journal, la fin des championnats de vacances. Premier arrêt Puma dans le littoral. La 4e édition de Puma Foot Vacances s'est achevée en grande pompe le week-end dernier.
pour les 8 équipes en compétition. Au-delà du sport, le promoteur Auguste Mbappé Penda, membre du comité central du RDPC, a souhaité que cette compétition resserre les rangs autour du candidat Paul Biya. Sierre TV Littoral, Gervais Bourreau. La ville de Pouma s'est parée de symboles annonçant l'apothéose de la traditionnelle fête du football et de la jeunesse de cet arrondissement, la Sanaga maritime, pendant les vacances. Le stade Songwoga a vu affluer joueurs et spectateurs avant l'arrivée en grande pompe des organisateurs, des autorités départementales, au grand bonheur de l'initiateur. Cette 4e édition est particulière, compte tenu des échéances que nous attendons et que nous connaissons tous. L'arrondissement de Pouma est prêt pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Nous ferons tout pour donner un succès éclatant à notre candidat. Le spectacle proprement dit est à la hauteur des attentes et c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui voit De Jong FC de Pouma l'emporter face à Adna Dunkonjok. De nombreuses et consistantes primes ont été remises à tous les intervenants à l'organisation de cet événement. De quoi attendre avec sérénité la rentrée scolaire. L'artiste Loco et de tout jeunes ont enflammé le public avec des prestations de haut niveau. De Bafia, après 2 mois de compétition, la 34e édition a connu son épilogue ce dimanche sous le regard de Rigobert Sombanak, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, mais aussi l'ambassadeur itinérant Roger Mila et Jacqueline Kunga Bessiquet, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, par ailleurs élite locale. Reportage, Georges Marcel Messila. Que l'équipe de Vitesse Football Club soit venue à bout de celle de Messançon sur le score de 4-2 ne relève que de l'anecdote. Le grand vainqueur de cette édition, c'est bel et bien l'esprit de fraternité et de communion qui aura régné à Bafia. Pendant près de 2 mois, ce sont 14 équipes venues des différents quartiers de la ville de Bafia qui auront régulièrement livré des rencontres offrant la possibilité au public de Bafia de se divertir. Au coup de sifflet final de cette édition 2018, c'est l'ensemble de l'élite qui est fière de sa jeunesse. Que la jeunesse du Mbamenoubou, la jeunesse de Bafia qui s'est mobilisée tant pendant tout le championnat ne s'arrête pas. Continue avec cet élan sportif pour donner leur voix à 100% au président Paul Biya le 7 octobre 2018. Le Festi-Ligue populaire de Bafia aura été le révélateur d'une jeunesse vigoureuse et enthousiaste, celle sur laquelle le Mbamenoubou compte s'appuyer pour faire face aux défis de l'heure. Balle au centre à présent, les militants de la section OJRDPC du Fundi 7 réitèrent leur soutien au président Paul Biya, engagement pris au terme de la super finale de la Coupe de football Gilbert Timiévouna. Vétéran FC de l'Irad a été sacré vainqueur de cette 3e édition. C'était le week-end dernier en Colbison, en présence du ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargambois. Sierre TV Centre, Armand Ambassa. 2-0, c'est le score ayant permis à Vétéran FC de l'Irad de s'adjuger le trophée de cette 3e édition de la Super Coupe Gilbert Timiévouna devant Parlement 9 de Colbison. Nous sommes satisfaits surtout pour l'organisation et pour l'équipe. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes très satisfaits. Réunis autour des valeurs de paix, d'unité et du vivre ensemble, les jeunes de la section OJRDPC du Fundi 7 se sont engagés une fois de plus à soutenir leur champion lors de la prochaine présidentielle. C'est l'occasion d'aller retirer les cartes électorales. Invités spéciaux, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargambois, et le maire de Yaoundé 7e. Nous nous apprêtons à renouveler le mandat du président de la République qui s'est engagé auprès de la jeunesse. En se donnant rendez-vous pour la 4e édition, dont on annonce plusieurs innovations, les meilleurs acteurs ont reçu leur récompense dans une ambiance plutôt festive. À présent, des nouvelles de la Coupe du Cameroun d'athlétisme. Les meilleurs athlètes et clubs de la saison sont connus à l'issue des épreuves finales disputées dimanche dernier. En individuel, Emmanuel Essémé de Cameroun Sport, vainqueur au sprint sur 200 mètres, remporte le prix du meilleur athlète masculin de la saison.
Chez les dames, Germaine Abel-Solo gagne le même prix et conforte son statut de deuxième meilleure athlète africaine sur la distance. Sur le plan collectif, FAP Dames et INJS Messieurs sont sacrés, meilleures équipes. Les détails dans ce reportage de Joseph Guetta-Mandeng. INJS Messieurs, meilleure équipe de la saison en athlétisme. Ces sportifs se sont illustrés dans plusieurs épreuves. Jean Tarcisius Batambok, l'un des artisans de ce succès, peut ostensiblement brandir le trophée pour magnifier la joie du groupe. Sous le haut de podium, FAP fait pareil via sa capitaine Edwige Angunungu Sadama. FAP Dame est aussi sacré meilleur club cette année. En individuel, Esseme Emmanuel Alobwede enlève le prix du meilleur athlète masculin. Il est en tête des sprinteurs sur 200 mètres, comme Germaine Abel-Solo chez les dames. Pour la championne sur 100 et 200 mètres, cette Coupe du Cameroun a servi de tremplin pour des événements futurs. Apollinaire Yira, 20 ans, avec ses 7,79 m au saut en longueur, et Muriel Andelan Tédé, 17 ans, et 3e au 100 et 200 mètres, retiennent l'attention des officiels. C'est la révélation de la saison. Les meilleurs sont montés au podium. En tout, c'était 14 épreuves, toutes catégories confondues. Le meeting de Yaoundé marque la fin de la saison 2018 à la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et pour terminer, signalons l'ouverture de 3 nouvelles agences clientèle à Yaoundé par la société de distribution d'énergie électrique Eneo. Les nouveaux espaces clients implantés à Oza, Nkwaban et Messassi vont permettre à la société de distribution d'énergie électrique d'assurer un service de proximité et de meilleure qualité. Reportage Claudia Zebemo de CRTV Centre. Parcourir de longues distances pour régler des factures d'électricité est un lointain souvenir pour plus de 50 000 clients Eneo qui bénéficient désormais d'un service de proximité et de meilleure qualité. Les nouveaux espaces clients ouverts depuis le 13 août dernier et implantés à Oja, Nkwaban et Messassi accompagnent le vaste programme d'extension du réseau électrique dans la ville de Yaoundé. Ils apportent également des solutions aux diverses sollicitations de la clientèle de ces zones excentrées. L'agence d'Oja a cette particularité qu'elle gère les zones excentrées. Meyanda, Kolda et Koumdoum. Nous allons même en Simalène, Meyo. Hawaï. Nous sommes dotés d'un outil d'encaissement qui nous permet de prendre nos clients, même lorsque nous avons des défaillances au niveau du réseau. Nous avons des smart cash dont nous faisons des encaissements par téléphone pour que nous puissions limiter au maximum les engorgements au niveau des caisses. L'ouverture de 3 nouveaux espaces clients et de 3 bases techniques à Yaoundé permet à Eneo de poser d'autres actions sur le réseau pour relever la qualité du service et la sécurité, notamment la pose de nouveaux transformateurs, le retour aux poteaux métalliques et béton et la réactivité du système. Nous avons des équipes dynamiques qui interviennent le même jour. Dès que le client dépose sa requête, ce même jour, on envoie un technicien sur le terrain, vérifier que le client est effectivement surfacturé. On s'arrange à ce que dans les jours qui suivent, la facture du client soit corrigée et on l'appelle pour qu'il vienne payer ce qu'il doit payer. Les clients, quant à eux, applaudissent des 2 mains l'implantation de ces espaces clients encore plus proches d'eux. J'ai payé mes quittances de facture Eneo ensemble. Et moi j'habite Béquier. Ça nous embêtait. Moi je n'avais pas le temps avec les embouteillages. Bon, déjà où il y a cette agence, vous voyez, je suis venu, c'est très rapide. Je suis plus loin de l'agence Eneo. Les nouvelles acquisitions d'Eneo viennent porter à 12 le nombre d'espaces clients et à 9 le nombre de bases techniques opérationnelles dans la ville de Yaoundé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce journal qui s'achève. N'oubliez pas de prendre rendez-vous juste après avec Yves-Marc Medzo dans Présidence Actu. Retrouvez Jean Cyriac Besse et Patricia Leba Metuxon pour notre édition de minuit. Merci de rester sur la CRTV. Bonsoir.